Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche. Aujourd'hui, nous allons vous parler des cirques ambulants, des forains et des foires, des marchands de cheveux et des arracheurs de dents. Mais avant, un petit complément à notre chronique de la semaine dernière qui concernait les colporteurs. Le père Jacques, un des derniers colporteurs, nous a donné la liste des produits qu'il transportait et vendait. La voici. Des baleines de corset en véritable fanon de baleine. Des aiguilles à tricoter en bois d'amourette. Le bois d'amourette est un bois exotique très dur, très lisse, sur lequel le tricot glisse facilement. Des dentelles du Puy. Des dentelles de Valenciennes, des boutons de nacre, de Corozo, des boutons de verre couleur jade, rubis, émeraude, saphir, une boucle de brillant, de la mèche d'amadou pour le briquet. L'amadou, c'est un champignon qui pousse sur les chênes, il faut le couper en fines lamelles que l'on met à tremper dans du salpêtre, le faire sécher, et on en fait une petite tresse entourée de coton qui s'allume à la moindre étincelle sans essence. Je vendais aussi, nous dit-il, des allumettes de fraude. Fabriquées une à une en bois de bourdaine souffrées au debout, elles se vendaient sans taxe, 20 sous le petit fagot. Des médailles de Marie, de Saint-Joseph, de Lourdes, des grands pèlerinages, des chapelets au grain d'ambre, des pinces-jupes pour que le tissu de la jupe ne trempe pas dans la poussière ou pour danser et valser, des peignes en corne, du fil, des aiguilles, des dés à coudre, des verges, des tire-boutons pour les bottines, des cuillères en bois, des coquetiers, des marques à beurre, des boîtes de poudre de coco, des billes de terre, des billons en pierre, des osselets, des crayons d'ardoise, des plumes, des porte-plumes, des sifflets en bois, des toupies, des poupées, des petits ours, des petites trompettes, des seaux en tôle, des galoches, des images d'épinal, des couteaux du dimanche à 3 lames à manche d'os, des tabatières en bois de châtaignier, des graines de légumes, de carottes, de navets, de persil, de haricots nains, de chicorée, de rose trémière, etc. Des ficelles à fouet, des lacets en cuir, des cuillères à absinthe, du tabac à priser, du papier à cigarette zigzag, des veilleuses de nuit pour rassurer les malades et les enfants, etc., etc. Petites et grandes histoires de la Basse-Marche. Parmi les ambulants qui se rendaient dans les bourgs ou les très gros hameaux, il y a les cirques, les petits cirques ambulants. J'ai sous les yeux la photo de la cavalcade du 23 juin 1912 à Bellac, où l'on voit le cirque Puroveski. Il y a là une charrette, un clown, des pierrots, un tambour, un petit arlequin articulé, 3 ânes et un poney, et c'est tout. C'est tout, mais c'est féerique. Et je me souviens des tout petits cirques de mon enfance. Il y avait là un Dratzen, un clown, une équilibriste sur un fil, parfois un singe, et presque toujours une chèvre savante. « Madame Seguin !» lui disait l'animateur qui avait planté un haut de forme sur son crâne déplumé. « Madame Seguin, peux-tu nous dire combien font 1 plus 2 ?» Et la chèvre, après réflexion, tournant ses yeux vers le ciel, tapait 3 fois avec sa patte sur une espèce de gros tambour. « Ce n'est rien, disait l'animateur, mais Madame Seguin sait aussi faire les soustractions. Voyons, Madame Seguin, pouvez-vous nous dire combien font 19 moins 16 ?» Et la chèvre tapait à nouveau 3 fois et nous applaudissions. Puis nous passions aux opérations compliquées. L'animateur choisissait un spectateur, lui remettait une craie et une ardoise, il écrivait 36 multiplié par 12 moins 429. Le spectateur faisait son calcul et cachait le résultat. L'animateur posait alors la question à Madame Seguin, qui, après réflexion, tapait 3 fois sur le gros tambour. On découvrait alors l'ardoise où le résultat était 3, et les applaudissements crépitaient. Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
avec petites et grandes histoires de la basse marche. Pour la chronique d'aujourd'hui, nous ferons appel à Charles Sylvestre, avec un extrait du Voyage rustique, à Georges-Emmanuel Clancier, le célèbre écrivain limousin, avec des extraits de la vie quotidienne en Limousin au XIXe siècle, à nouveau à Louis Peignot, dans Bergère et éternelle bergère, et à Germaine Barito, des extraits d'un ouvrage qui s'intitule Coutumes et usages à Saint-Pardoux et communes voisines. Ils ont des pois ronds au carré, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Vous avez reconnu le poème de Guillaume Apollinaire Saltimbanque que nous chantait Yves Montand. Nous allons nous rendre à Pérat-de-Bellac où Charles Sylvestre, dans le Voyage rustique, nous parle de la petite représentation d'un petit cirque. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche. Une roulotte peinte en vert s'est arrêtée sur la place du bourg. Elle est pavoisée d'une bande de toile où l'on peut lire sans lunettes ces mots: pause plastique, les derniers clowns, Bibi et Poirot, cinéma, le plus amoureux film de l'année, explication du film, entrée 2 francs. Il est 10h du matin, les volets de la roulotte s'ouvrent sur des rideaux en dentelle. Le tuyau du poêle qui traverse le toit se met à fumer. Le chef, Poirot, un gros rouquin, descend à terre. Il est nu jusqu'à la ceinture, il plonge sa tête dans un baquet plein d'eau froide, mais il ne peut effacer les taches de son qui décorent sa figure joufflue. Des 2 mains, il tape très fort sur sa poitrine. Une fenêtre de la roulotte s'entr'ouvre. Le clown Bibi lance une corde munie d'un hameçon où il a fixé une miette de pain. Un coq survient et, méfiant, irrité, il s'éloigne, entraînant ses poules qui ont de belles culottes de plumes. Bibi sort de la roulotte et fait 3 sauts périlleux en l'honneur du soleil. Il est de petite taille, tout en muscles. Une mèche de cheveux blonds se dresse au sommet de sa tête. Il a une claire figure, aux yeux bleus, naïve et perverse à la fois. A-t-il 17 ans ou 20 ans ? Une fillette joue avec lui. Elle est prise d'un accès de toux qui empourpre son visage exsangue. À ce moment, le singe montre son nez à la fenêtre. Vers 4 heures, un rugissement de trombone éclate au milieu de la grande rue qui vibre comme un pavillon de cuivre. Poirot apparaît dans sa force, la joue luisante, la lèvre collée à l'embouchure. Il arrange à sa façon un air de nano nos nanettes. Les enfants l'escortent, les femmes brûlant de curiosité viennent sur le seuil de leur porte. Enfin, Poirot parle, il annonce rudement le spectacle. À la nuit clos, la mairie est éclairée par des lampes d'acétylène. À 20h, jeunes et vieux en troupe vont s'asseoir sur des gradins. Un roulement de tambour et le spectacle commence par l'apparition de Vénus sortant des eaux. Bibi a déroulé sur un tapis une gaze bleue qui symbolise les flots calmes. Madame Poirot, vêtue d'un maillot très rose, le front ponctué d'une étoile en carton doré, s'élance. Elle tourne vite sur elle-même comme pour oublier un chagrin. Elle sautille, lève ses bras potelés. L'étoile, qui n'était pas bien fixée sur sa tête, tombe soudain, elle la ramasse en souriant. Elle tremblote, plus qu'elle ne danse. C'est Vénus sortant des eaux grasses. Elle va se sécher derrière un rideau, le trombone la salue. Poirot a mis un faux nez, un petit chapeau de forme, si l'on peut dire, semble perdu sur sa large tête. Son pantalon cache à peine d'énormes mollets et par derrière une oriflamme flotte. Son pan de chemise peut-être. Il se rengorge et lâche un mot très gaulois. Tout le monde est content, Bibi se trémousse. Et voici que Poirot traîne un singe qui n'est pas de bonne humeur. L'animal retrousse ses babines et sur le double râteau de ses dents blanches, on l'emporte. Alors une fillette paraît. Elle a des regards trop sérieux dans un mince visage fané.
Elle essaie de faire des grâces, puis elle se met à tousser. Elle se mord les lèvres pour retenir sa toux. Elle sourit. Chère petite fille inconnue qui n'aura jamais de jouet. Elle-même est un jouet de chair et de sang. Si elle pleure, c'est en cachette. Poirot veut montrer qu'elle est disloquée et que l'on peut la mettre dans un panier. Mais l'assemblée est prise d'un malaise obscur. On crie assez. Elle va se coucher dans son lit froid. La femme de Poirot met en marche l'appareil cinématographique. Elle annonce le plus amoureux film de l'année. Dans la pénombre, il y a des figures où paraît un grand désir de féerie. Des yeux d'enfant brillent. Sur la toile blanche surgit un gros monsieur coiffé d'un chapeau melon. Il tient sa canne sous le bras et son habit est orné d'une petite fleur. Il se dandine. Il attend. Passe une jeune fille aux belles jambes. Elle décoche une œillade sans passion qui suffit à enflammer le monsieur. Ah, c'est pas étonnant, hein, elle a des yeux de perdition, dit Madame Poirot. Le monsieur suit la jeune fille. Au moment où il va l'aborder, un garçon qui semble sorti de terre le gifle, le chapeau melon est soudain tout cabossé. Ah, regardons bien, dit Madame Poirot, qu'est-ce que ce vieux polisson va prendre? Et le spectacle continue. Je notre ce que ferai, je notre si t'avorai, je la tout la til à toi. La spinage o la bouchon, cigarette ponte bello, si racchi spaccaletto, je la tout la til à toi. Petites et grandes histoires de la basse marche. Nous allons maintenant nous rendre à la foire. Avec Georges Emmanuel Clancier, nous allons suivre un jeune garçon prénommé Pierrot. Sur le champ de foire où chaque paysan retrouve sa place habituelle, quel spectacle merveilleux pour le jeune Pierrot. « Pio ! Pio !» crie le marchand de cheveux qui espère attirer près de sa tente les femmes et les jeunes filles aux longs cheveux. À celles qui, trop démunies, ne résistent pas à la tentation de monnayer leur chevelure. Il offrira en échange quelques pièces d'étoffe ou une méchante bague qui ne suffiront pas à atténuer les reproches et les moqueries dont elles seront désormais victimes. C'est à cette époque une triste spécialité du Limousin que la vente des cheveux. Louis Peignot lui-même nous parle des yeux de la jeune fille qui avait un jour à la foire vendu ses cheveux pour une robe de coton rose. Il ajoute des yeux voilés de tristesse de l'aïeul qui avait dû vendre sa longue chevelure blonde pour acheter du pain une année de grande disette. À propos de ce commerce des cheveux, j'ai là, sous les yeux, le courrier qu'adresse une jeune femme de Nantia, Jeanne Brouillot, le 12 août 1842. Elle écrit à un commerçant chapelier de Bellegarde, près de Limoges, monsieur Sémentry, après avoir vendu ses cheveux. Elle explique que, puisqu'elle n'a pas pu faire affaire avec lui, elle a finalement vendu ses cheveux à 2 commerçants de Limoges, messieurs Morat et Vergne, pour la somme de 9 francs et 50 centimes. Elle rappelle à M. Sementry qu'il lui a promis 25 centimes par livre de plus qu'elle en trouverait. Et comme je pense que vous tiendrez parole, dit-elle, pour la prochaine fois, si les conditions que je vous fais vous conviennent, vous n'avez qu'à me faire réponse. La misère est telle, en ce milieu du XIXe siècle, que les femmes de la campagne n'hésitent pas à se rendre à la foire pour vendre leurs cheveux. Les blonds sont les plus prisés, contre quelques sous pour acheter du pain, ou une pièce d'étoffe. Avec ces cheveux naturels, les perruquiers pourront satisfaire les riches parisiennes, ou bien ils en orneront la tête des poupées. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la chatte mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. Soudain la chatte mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes,
une petite taupe, mon père m'avait acheté. Soudain la chienne mord la chatte qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Soudain la trique frappe la chienne qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. Soudain la flamme brûle. Petites et grandes histoires de la basse marche. Heureusement, il n'y a pas que les marchands de cheveux dans les foires. Il y a les marchands de bestiaux, les marchands de volailles et de légumes, les charlatans de tout acabit, marchands de drogue, d'onguents, d'orviétans, les vendeurs de vaisselle à la criée, les musiciens et les jongleurs. C'est d'ailleurs pour cela que le jeune Pierrot, à l'image de tous les paysans limousins, en est si friand. La foire, c'est la faiblesse du paysan limousin. Il les connaît toutes à 20 lieues à la ronde. La foire des bovins, la foire des moutons et des brebis, celle des chevaux, celle des ânes, ou celle encore des petits cochons, les nourrins. Il s'y précipite le plus souvent sans raison particulière, ou mieux, il imagine les raisons les plus fallacieuses de s'y rendre. Par exemple, une paire de sabots à acheter alors même qu'il passe presque chaque semaine dans son propre village devant l'échoppe du sabotier. Parmi les beuglements des bestiaux, le piaillement des volailles, les refrains de l'accordéon auxquels se mêlent les voix fortes des charlatans et des bonimenteurs, dans un coin du champ de foire, le père de Pierrot est en train de vendre le veau qu'il a mené ce matin de la rougerie. Le marchand de bestiaux qui discute avec lui et examine la bête l'achèterait peut-être, mais il veut l'acquérir à moindre prix, tandis que le père tient, bien entendu, à le vendre le plus cher possible. C'est pourquoi le père, avant d'entamer la discussion, a à dessein considérablement élevé le prix de son veau, car il sait bien qu'au bout du compte, il sera tenu de réduire ce prix. C'est seulement à cette condition que le marché pourra être conclu, car l'acquéreur se croirait trompé si à force de discuter, il n'avait obtenu le moindre rabais. Longtemps, par conséquent, le père et le marchand discutent, tandis que Pierrot tient compagnie à la Louisette, qui, non loin de là, propose aux villageois ses volailles, ses œufs, son beurre et ses légumes. Les 2 hommes en auraient pour des heures si quelqu'un ne survenait pas pour faire l'accordeur. Cela ne manque pas de se produire, et heureusement, le marché est finalement conclu. Les 2 hommes s'esclaffent en gesticulant « top là ». Ils se tapent dans la main, le petit veau partira pour Limoges. S'il s'était agi d'un cochon, l'acheteur n'en aurait pris livraison qu'après la visite du langueyeur, c'est-à-dire de l'expert qui inspecte les marchés en examinant la langue des porcs pour s'assurer qu'ils ne sont pas ladres. Content de cette affaire, le père vient chercher Pierrot pour l'amener à travers le champ de foire et il lui achète un pain de seigle au raisin. Voici la Louisette qui vient les chercher. « Alors, les 2 hommes, leur crie-t-elle sur un ton enjoué, il est temps de songer à se mettre en route. » La mère, elle aussi, est contente, car elle a vendu tout ce qu'elle avait apporté. Avec une partie de l'argent ainsi gagné, elle s'est acheté un grand chapeau de paille garni de rubans. Elle apporte pour la sœur aînée une jolie bague, car elle ne tient pas à la voir un jour vendre ses beaux cheveux. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche. Une des foires les plus célèbres de notre région est la foire des Héroles, près de chez nous, dans la Vienne. Cette foire qui existe depuis 1484 reçoit encore aujourd'hui, le 29 de chaque mois, entre 10 000 et 20 000 personnes. Voici une chanson populaire, accordéon et vielle, en revenant des Héroles. Des Héroles, j'étais mal chargé, j'ai acheté une pâte à des 3 petits poulets, et je n'ai pas embêté pour les transporter. Je suis venu en vélo, mon auto est cassé, avec du cul de pinot blanc, avec une bonne andouillette, puis j'ai goûté du corneau, en mangeant des cacahuètes, après des 3 apéros, j'ai pas chargé ma musette, donc j'ai mis mon vélo, mon avion. Parmi les forains de nos foires, il en est un particulièrement original et redouté, l'arracheur de dents.
Voici un extrait de l'ouvrage de Germaine Barito, Coutumes et usages de Saint-Pardoux et des communes voisines. Petites et grandes histoires de la basse marche. On allait également voir un arracheur de dents de métier. Pour cela, on se rendait à Bessines, chef-lieu du canton, le jour de la foire. Je tiens, nous dit-elle, les détails suivants depuis une dizaine d'années de monsieur B de Bessines, vieillard très lucide, âgé de 103 ans. Vers 1875, un arracheur de dents nommé monsieur Burdon venait tous les jours de foire. Monsieur Burdon, Burdou, disait-on en patois, avait alors la trentaine. Il était donc en pleine force de l'âge, il était du pays, né dans une commune voisine au petit village de Maillot-Farguet. Il avait épousé une jeune fille de Bessines. Dans une roulotte de gitans, ce couple suivait les foires les plus importantes. La roulotte s'arrêtait sur la place de l'église. Alors la femme, frappant sur une grosse caisse, attirait les badauds par ses boniments. « Approchez, approchez vous autres, approchez! Bourdou arrache les dents sans faire mal !» On faisait cercle. Les personnes intéressées s'approchaient timidement, hésitaient, et cela se comprend, à prendre une décision. Finalement, elles prenaient rang, pas trop près de la roulotte, toutefois. Quand leur tour venait, si elles n'avaient pas déjà fui, elles passaient derrière le rideau et entraient dans la roulotte où, près d'un fauteuil en châtaignier et de 2 seaux contenant de l'eau, l'opérateur les attendait. L'instrument employé était simple, une sorte de tige de fer d'une 20aine de centimètres de long, et d'1,5 centimètre environ de diamètre, dont l'extrémité était recourbée en forme de crochet, divisée en 2 parties qui devaient être mobiles. Moyennant 40 sous, l'arracheur opérait à vif, pendant que la grosse caisse et les appels de la femme couvraient les cris du patient. Ce n'était pas sans douleur, sans doute. L'opération terminée, Burdou plongeait dans un des seaux une tasse en fer qu'il offrait ensuite, remplie d'eau salée, pour rincer la bouche et arrêter le saignement. Le client pouvait cracher dans le 2e seau. Plus mort que vif, tout en voulant crâner, ce client emportait dans son mouchoir, pour la montrer, la fameuse dent garnie de lambeaux de chair. À la maison, il était conservé dans le tiroir de la commode. Vers 1885 ou 1890, l'arracheur de dents ne vint plus. Un peu plus tard, jusqu'à la guerre de 14-18, les habitants de la commune de Saint-Pardoux et des petites communes voisines avaient recours aux médecins de Bessines, de Château-Ponsac, de Comprignac ou de Razé, qui arrachaient toujours les dents sans anesthésiant et qui possédaient probablement des instruments moins rudimentaires. On parlait aussi de dentistes à Limoges. Mais à 30 km, on ne s'y rendait qu'une fois l'an, le jour de la Saint-Loup, avec sa petite voiture à âne, si on possédait une monture. Sinon, on devait faire 10 km à pied pour aller prendre le train à Touron, ce qui d'autre part coûtait fort cher. Toutefois, vers 1914, la construction du petit tramway électrique facilita les choses. On alla plus facilement consulter les dentistes à Limoges, mais uniquement encore pour des extractions. Les voyages et les soins étaient trop coûteux, et on craignait la roulette. Enfin, l'ère des dentistes arriva. Vers 1922, M. P. ouvrit un cabinet à Château-Ponsac. 10 km à bicyclette et même à pied, c'était facile à parcourir. Ce fut la ruée des jeunes, et même des adultes, surtout des jeunes femmes, non seulement pour des extractions devenues moins douloureuses, mais aussi pour des soins et des dentiers. Maintenant, avec le progrès, l'hygiène et l'automobile, il n'est plus question de maux de dents, pas plus dans nos petites campagnes que dans les grandes villes, et les rages de dents ne sont plus que des mauvais souvenirs. Bien sûr, on trouve toujours à la foire quelques accordéonistes, quelques joueurs d'orgue de barbarie, pour nous jouer quelques notes de musique. Je vous aime, chantait la rengaine, la la, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche, épanouie, et tu ne l'as pas cueillie
pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à reprendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. La 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 la. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle séquence des petites et grandes histoires de la basse marche. Nous l'avons fait en compagnie de Charles Sylvestre, de Georges-Emmanuel Clancier, de Louis Peignot et de Germaine Barito. Et sur le plan musical du groupe Maluzerne, d'Yves Montand chantant le poème d'Apollinaire Saltimbanque, d'Angelo Branduardi, de Cora Vauquer et aussi avec la musique du film Les Temps modernes de Charlie Chaplin. La semaine prochaine, pour ces petites et grandes histoires de la basse marche, nous changerons de sujet. Nous traiterons de l'arrivée du chemin de fer en basse marche et en particulier de l'inauguration de la gare de Magnac-Laval le 13 septembre 1908. Très bonne semaine à vous tous. À bientôt. Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les, les samedis à 11h et dimanche à 13h, avec petites et grandes histoires de la basse marche. 3 petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de Seine sur 1001 peines qui ne veulent pas mourir.